ensuite, nous passons à FO avec M. Bédel. Tout à fait. Merci de me donner la parole. En ce qui concerne la trame de questionnaire, je voudrais d'abord revenir sur ce point. Nous avons reçu tous une trame de questionnaire qui nous a beaucoup interpellés. Nous avons travaillé dessus collectivement. Et si la première partie du questionnaire traite notamment pour les personnels de direction du quotidien, de leur travail par rapport à ces questions, on a donc beaucoup de procédures, la collègue a parlé de procédures, beaucoup d'éléments d'analyse à vous apporter, que nous ne manquerons pas de discuter, j'imagine, tout à l'heure. Et la deuxième partie du questionnaire, étonnamment, arrive sur la partie organisation syndicale. Et donc là, vous commencez par une de ces questions qui arrive plutôt vers la fin du questionnaire, sur les organisations syndicales. Effectivement, quand on nous pose la question de devons-nous mettre en œuvre quelque chose, non. Non, nous sommes des organisations syndicales, nos missions ne sont pas celles-ci. En revanche, elles peuvent être de l'ordre du Conseil. Nous sommes repérés en qualité de représentants des personnels auprès des collègues pour demander conseil lors d'une difficulté particulière à analyser tel ou tel type de situation. Voilà, ça c'est clair, mais nos missions en qualité d'organisation syndicale, si telle était la question posée, non, nous n'avons pas effectivement à mettre en place de formation, de choses de ce genre. En revanche, je vous assure que nous avons beaucoup de procédures, de plans et de propositions à vous faire pour le reste. Merci. Pardon, merci. Je vais compléter les propos de ma collègue, parce que je pense qu'on est tous d'accord sur les différentes procédures qu'on a, ça pour en avoir, des protocoles, etc. Mais on n'est pas là pour enquêter, nous. On a des professionnels, par contre, il faut en avoir suffisamment. Je rappelle que maintenant, dans les lycées, il n'y a plus d'assistante sociale. Donc il manque cruellement de professionnels, et je parle dans des petits établissements, il ne faut pas oublier les établissements ruraux, de montagne également, on est un peu tout seul. Donc on a notre propre réseau, etc., pour avoir des conseils, mais on est souvent en fait en cellule de crise, alors qu'on devrait pouvoir faire ça calmement, tranquillement, pour pouvoir faire le pas de côté, comme on dit souvent, mais on n'est pas là pour enquêter. C'est pour ça qu'on est censé travailler avec une équipe médico-sociale qui soit complète. Merci. Je voudrais revenir aussi sur le tout point de départ de la question, à savoir la différenciation entre la partie IP ou article 40, que l'on doit déclencher en qualité de chef d'établissement. Ça fait aussi appel à la question de la formation des personnels de direction. Et on n'est pas tous égaux devant cette question-là. Il y a l'expertise du chef d'établissement, il est devant une situation complexe. Je ne reviendrai pas, je crois qu'on l'a tous dit, on est tous d'accord là-dessus, sur la nécessité impérieuse d'équipe complète pour pouvoir réfléchir collectivement, collégialement sur ces questions-là. Mais derrière, quant à la saisine, quant à les actes qui doivent être produits, il y a des procédures, c'est vrai, elles existent. Mais il faut des réflexes, il faut de la formation. Et cette formation, elle ne doit pas se traduire simplement par une information. Elle est trop protéiforme d'une académie à l'autre. Elle prend plus ou moins de place avec le procureur, les DSDN, etc. C'est quelque chose qui doit être réfléchi au niveau national et qui doit être vraiment inclus dans la formation des personnels de direction tout au long de leur carrière. On a tous des formations initiales différentes. Donc c'est important pour que les gens se repèrent aussi et ne se prennent pas les pieds dans le tapis, si je peux me permettre l'expression. Merci. La libération de la parole, je crois que c'est quelque chose qui, année après année, s'est amélioré en établissement scolaire depuis fort longtemps maintenant. C'est quelque chose qui est travaillé. On met tout en œuvre pour que les enfants aient des points de repère. Alors ça peut partir effectivement des assistants d'éducation référents, la vie scolaire, on vient de le dire. Mais il y a des passages de témoins, des passages de relais à l'intérieur d'un établissement pour que de toute façon l'enfant aille taper à la bonne porte auprès des personnes auprès de qui il a envie de se confier. Et au risque d'être dans la énième redite, pour que ces personnes puissent effectivement l'accueillir, il faut qu'elles soient présentes. Et ce n'est pas un petit bout d'infirmière, un petit bout de psy-EN, un petit bout d'assistante sociale qui va répondre à ces questionnements. L'enfant, quand il intervient, quand il vient frapper à une porte et qu'on lui dit l'assistante sociale n'est pas là aujourd'hui, tu reviendras après-demain, il n'est pas sûr que le après-demain, il vienne délivrer la parole. Ça, c'est important de le retenir. Donc, ces éléments-là, il faut effectivement, ça passe par le plan d'urgence qu'on a déployé, le plan d'urgence de l'écoute et de l'accompagnement des élèves. On vous a transmis un communiqué de presse à ce sujet dont vous avez dû avoir connaissance, effectivement. Et ce qui nous inquiète énormément, c'est que la seule mesure qui semble se profiler actuellement, c'est qu'on nous propose des questionnaires en établissement scolaire. Questionnaires pour lesquels, effectivement, nous restons très perplexes, des questionnaires qui correspondent à le questionnement que vous avez, madame, soumis tout à l'heure, les enfants qui sont susceptibles d'avoir eu des phénomènes de violence
à cause, par le biais d'adultes ou d'accompagnants, de personnel, quel qu'il soit. Sauf que ces questionnaires anonymés, qui vont être démultipliés à chaque fois qu'il y a une sortie scolaire, qui vont démultiplier à chaque fois qu'il y a un internat, vont-ils sincèrement recueillir la parole des enfants? Est-ce que l'enfant qui aura été victime de violence va forcément s'exprimer à l'intérieur de ce questionnaire? Pas certain. Il sera plus à même, et ça on en a l'expérience, croyez-nous-en, d'aller vers la personne qui l'aura identifiée et qui sera présente dans l'établissement scolaire. Les personnels identifiés pour cela. L'équipe médico-sociale dont on a parlé tout à l'heure. Le questionnaire risque au contraire de parasiter le travail, parce qu'à l'intérieur, on va retrouver des enfants qui peuvent répondre toutes sortes de choses, qui vont accaparer beaucoup de notre temps fort précieux, et les collègues l'ont dit tout à l'heure, accaparé par plein d'autres missions, et donc il faudra qu'on déploie toute l'énergie que l'on a peu ou pas dans l'établissement scolaire avec les équipes présentes pour analyser ces situations qui n'existeront peut-être pas, au détriment des situations existantes. Merci. Oui, merci. Je vais juste rebondir sur ce que disent mes collègues. Alors, je plus sois, excusez-moi l'expression ancienne, ce qui a été dit sur le nombre insuffisant d'inspecteurs qu'on voit de moins en moins souvent dans un établissement public. Quand vous avez un hyperdisciplinaire qui est tout seul dans son académie, c'est pas suffisant. Donc, peut-être une bonne nouvelle d'en avoir plus. Mais si c'est pour les contrôles des établissements privés, et on est d'accord, et je suis d'accord pour une égalité de traitement, ça, il n'y a pas de souci. Déjà qu'on a des inspecteurs qui sont beaucoup mobilisés, on n'en a pas parlé, mais sur les évaluations d'établissements publics. Donc on les voit encore moins. Et j'aimerais pas, alors je mets les pieds dans le plat, hein, je m'excuse, mais que c'est de l'argent public aille dans le privé en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout d'inspecteurs et que ça soit que pour le contrôle des établissements privés, mais qui est nécessaire aussi. Voilà. Merci.